Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, épisode 29 aujourd'hui. La Tribune, c'est le podcast de ici, Paris, Île-de-France. Et première info, elle est importante, on doit vous remercier et on veut vous remercier bien évidemment, puisque vous nous avez encore placé numéro 1 podcast sport ici en téléchargement. Donc, un immense merci. Mais j'ai quand même un petit problème. J'ai quand même un petit problème avec ce classement parce que niveau classement national, c'est de la grande classe quand même. Classement national des podcasts ici, toutes les catégories confondues, le sport, faits divers, etc. Je sais pas comment vous le dire. On est 13e. 13. Moi, ça me va pas. Première fois de ma vie, 13. 13. C'est pas possible. Messieurs, dames, regardez-moi bien. 16 882 téléchargements. On peut pas rester à la 13e place. Vous faites ce que vous voulez. On passe top 12, top 10, top ce que vous voulez, mais pas top 13. Je peux plus. C'est pas possible pour moi. Merci. Voilà, c'était juste ma petite demande comme ça. J'ai craqué. Vous savez, j'ai écrit le podcast. Un jour, je vous expliquerai dans le train. Puis je vois le chiffre 13 et là, je fais non, mais c'est pas possible. Pas le 13. On peut pas faire ça comme ça. En tout cas, un immense merci en cumulé entre les téléchargements en audio et en vidéo avec YouTube. Vous êtes plus de 11 000 personnes à nous regarder pour chaque émission, chaque podcast. Donc, un grand merci à vous. Pour terminer, je dédicace ce podcast, oui, uniquement pour lui, à ce stadier qui, hier, au stade de Roudourou, à Guingamp, m'a donc mis un énorme tacle, un vent monumental. Bonjour, monsieur. Dites donc, vous êtes beaucoup plus beau à la télé qu'en vrai. Voilà, ça m'a fait vachement plaisir. Et je vais ramasser mes dents. Sur ce, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de cette tribune, le PSG qui ne tremble pas en Bretagne, 16e de finale aller de Ligue des Champions, et Paris qui fait comprendre à Brest que ça ne va pas être possible. Victoire 3-0 en patron et une qualification qui tend déjà les bras au Paris Saint-Germain. Tout ça est à valider, bien sûr, pour la semaine prochaine. Dans ce podcast, on va bien évidemment passer ce match de Coupe d'Europe à la moulinette avec le j'aime pas. On enchaînera ensuite avec une question autour de l'inévitable, on est bien obligé de parler de lui tout le temps en ce moment, c'est Ousmane Dembélé qui marche sur l'eau et transforme tous les ballons en petits pains. Jusqu'où peut aller comme ça Ousmane Dembélé, auteur de 15 buts en 8 matchs en 2025. Pressing, sortie de balle, efficacité, le PSG régale en ce moment, mais est-ce que Paris peut tenir à ce rythme et à ce niveau très longtemps? Car on le rappelle, nous sommes seulement en février. Enfin, on va évoquer la 100e de Marquinhos en Ligue des Champions. Que représente le capitaine parisien dans toute cette histoire européenne du Paris Saint-Germain? De ça et du reste, on va bien évidemment en parler dans 100% PSG La Tribune. Présentation de l'équipe. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Abdellah Boulma est avec nous. Salut Abdellah. Salut Bruno, salut tout le monde. Bienvenue, journaliste indépendant et auteur de livres sur le football français qui est très en forme en ce moment, bien évidemment. Ça va chauffer. On est en train d'enregistrer à 16h45. Il y a peut-être une fumée noire ou une fumée blanche qui va sortir au-dessus de la LFP sur les coups des 17h30. Nous sommes le mercredi 12. Romain Bédouc de la team ici, Paris, Île-de-France est avec nous. Salut Romain. Salut Bruno, salut à tous. Je te trouve bien plus beau en vrai qu'à la télé. Ouais, c'est gentil. Il m'a mis une sèche et après on a rigolé comme des baleines avec ce stadier. C'était vraiment très drôle et il était très sympa. Il y avait deux photographes à côté. Ils m'ont fait, mais c'est pas possible, il t'a mis un taquet énorme. Je suis écoutez, c'est pas grave. Je lui ai dit voilà que j'avais un physique de radio et effectivement que j'essayais de me montrer à la télé. Mais faut quand même avoir des breloques pour dire ça à quelqu'un en face, tu vois. Mais tu vois, non, mais en tu plus, le traites de moche comme ça gratuitement. Non mais quand même, faut avoir un petit peu de. Écoute, voilà, mais c'était sympa et j'ai pas pris ça plus mal que ça, même si je me suis déjà épanché sur les réseaux sociaux à ce sujet. Et là, je vous en parle maintenant en introduction de cette émission. Romain, que l'on retrouve dans le billet 100% PSG tous les matins sur notre antenne à 8h40 et bien évidemment aussi dans le club des 5. Romain qui porte un bonnet aujourd'hui pour ceux qui nous regardent YouTube et c'est pour la bonne cause, donc oui, t'as le droit. droit. La bonne cause, c'est les Enfoirés parce que la date du spectacle des Enfoirés est tombée, ça sera le 7 mars et d'ailleurs ici Paris Île-de-France va retransmettre, toutes les chaînes ici vont retransmettre le concert en direct, donc ce sera le 7 mars. Donc voilà, faites des dons et on compte sur vous. Ben voilà, faut le savoir que notre ami Romain est un bénévole assidu de la bande
bande des enfoirés. Enfin, et je suis ravi de le retrouver, nous avons longtemps ferraillé sur les routes de France, lui dans une maison rouge et blanche, et moi du côté du bleu, alors ferraillé non, mais en toute amitié bien évidemment. Baptiste Durieux, responsable presse chez Com Over Agency, grand fan du PSG, ancien journaliste autour du Paris Saint-Germain. Absolument. Dans une maison qu'on appelle RTL, mais tu en es parti. Tout et à on les fait. salue, bien évidemment. Bonjour mon Baptiste. Salut Bruno, salut tout le monde, je suis ravi d'être là, évidemment. Ça s'appelle vraiment ravi. La première, tu l'as fait avec l'ami Romain Bédouc à la manette et je suis très content de te retrouver ici. Les copains, on attaque sur cette rencontre de Ligue des Champions, victoire 3-0 du Paris Saint-Germain. Brest, PSG, c'était du côté de Guingamp. Il n'y a pas eu photo sur cette rencontre, ou presque en tout cas, dans ce premier round de Ligue des Champions, 16e de finale, Vitinha sur penalty et Ousmane Dembélé. Le doublé, on attaque avec le j'aime pas de cette rencontre, bien évidemment. Et on va attaquer avec Abdellah. Tiens, sur ton j'aime, soyons un peu positifs. On a vécu une belle soirée. Juste petit tour de table, est-ce que vous avez vécu un bon match déjà autour de... Ah bah bien de sûr, absolument. C'est tellement enthousiasmant. Le PSG donne la pêche, elle est contagieuse cette équipe, donc c'était formidable. Moi je suis sorti de table avec Alexandre Aflalo d'ailleurs, pour être tout à fait clair et honnête. Il mange avec Alexandre Aflalo. Exactement. Déjà. Toi, tu as la chance, il t'invite. Voilà, on attend toujours une invitation d'Alexandre. Tiens, attends, ça c'est fait. On s'est vu récemment. C'est vrai. Et On dit un petit curry de poisson. Cette équipe donne la pêche, Bruno. Voilà, donc j'étais ravi. Ouais, c'est vrai que c'était un très beau match et ça donne le sourire pour ce Paris Saint-Germain qui nous donne la pêche à toutes et tous. Bien évidemment, Abdellah, ton j'aime. Alors, je partais sur mon j'aime pas, mais je vais partir sur Non, mon je veux j'aime. ton j'aime, je vais être positif. Mon j'aime, mais écoute, c'est la progression des joueurs sous Luis Enrique. J'en ai beaucoup parlé ici. Enfin, vous vous souvenez, Luis Enrique, etc. J'étais sceptique comme la plupart des gens. Mais écoute, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, je suis agréablement surpris par ce que met en place cet entraîneur qui a été longtemps tancé, pointé du doigt. Il y en a même qui ont parlé du pire PSG sous l'ère QSI. Il faut s'en souvenir quand même. Ah oui. Ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. Ici, Mathématiquement, c'était le cas au début de saison dernière. C'est pour ça. etc. Je pense qu'il est en train de remettre un petit peu l'église au milieu du village et surtout, je prends du plaisir, c'est ce que disait Baptiste à l'instant, je prends du plaisir parce que les joueurs ont l'air de prendre du plaisir sur le terrain. Quand tu les vois célébrer les buts, s'entraider, il y en a un qui est démarqué, l'autre qui compense systématiquement le positionnement de l'autre, ça me fait plaisir de voir ce que met en place Luis Enrique. C'est exactement ce que j'avais dit il y a quelques semaines. Et juste, je termine avec ça, il fait aussi progresser ses joueurs, à l'instar de comment il s'appelle, de Désiré Doué, qui a commencé un petit peu sur la pointe des pieds, à traîner un petit peu, à faire trop de mimétisme à la Neymar. Là, enfin, il valorise ses dribbles. Dembélé, déclic depuis Man City, et bien d'autres encore, on en reparlera. Voilà, mention très très bien pour Luis Enrique. Ouais, en tout cas, Luis Enrique qui fait vivre les meilleurs moments à ses joueurs. J'ai envie de dire que pour tous ces joueurs, Romain, il y aura un avant et un après Paris Saint-Germain, qu'il reste ou pas au PSG. C'est vrai qu'il fait en train de grandir sous nos yeux. Il fait partie de ce style de coach pour qui des joueurs peuvent dire la suite de ma carrière a dépendu de ce genre de coach que j'ai eu. Soit parce que ça a fait passer un cap à certains joueurs, que ce soit un cap mental, un cap tactique, soit parce qu'il y a eu une progression fulgurante qui a fait démarrer leur carrière un peu plus tard ou qui les a relancés complètement. Donc oui, c'est bien. Je suis content d'entendre Abdellah dire ça, justement parce que Abdellah fait preuve d'une grande honnêteté intellectuelle, puisqu'il était un des. J'étais pas l'un des pires. Non, t'étais pas l'un des pires, mais t'étais sceptique. J'étais vraiment très sceptique. T'étais sceptique, c'est le bon mot, sceptique. Et il y a pas mal de personnes qui, quand ils sont sceptiques, au lieu de dire qu'ils ont eu tort sur un sujet, vont plutôt dire que c'est pas forcément grâce à Luis Enrique que ça tourne bien maintenant, mais plus parce qu'il y a les joueurs qui ont enfin pris leurs responsabilités. Voilà, non, donc c'est le travail du coach qui est récompensé et c'est très bien. Effectivement, il y a des joueurs qui progressent. Un truc qui est tout bête, j'y ai repensé en regardant pas mal d'actions du match aujourd'hui, mais sur le deuxième but de Dembélé, la sortie de balle dont tout le monde a parlé, etc., la superbe sortie de balle pour l'action de Dembélé, il y a un joueur qui est clé dans cette sortie de balle, c'est João Neves qui fait d'abord une remise en une touche et puis après traverse quasiment le terrain pour la donner à Dembélé sur la droite. João Neves, il part du poste quasiment d'arrière gauche. S'il n'avait pas bossé
ce poste-là sous Luis Enrique parce que Luis Enrique l'avait mis? Est-ce qu'il aurait eu les réflexes pour avoir cette sortie de balle-là et ces attitudes-là? Voilà, c'est des trucs comme ça. On voit, on a eu ça l'année dernière avec Vitinha quand il avait joué milieu gauche et donc il avait plus de facilité quand il était dans le dernier tiers du terrain par la suite de la saison. On voit véritablement tous les trucs qui nous paraissent un peu bizarres qui sont à un moment récompensés et on a l'impression que ça s'embrique bien, quoi. Donc c'est top. C'est top qu'on ait un coach comme ça au Paris Saint-Germain et je pense pas qu'il y ait beaucoup de coachs qui soient au-dessus de lui dans le football européen. En tout cas, il est en train de faire un sacré travail avec le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Luis Enrique, un coach parisien qui, hier, s'est présenté, ça arrive pas tous les matins, avec un petit sourire quand même du côté de la salle de presse. Ouais, c'est arrivé, Baptiste, je l'ai vu, j'ai participé à cette conférence de presse d'après-match et voilà, il a sorti même 2-3 blagues et c'était plutôt rigolo. Il nous a même dit qu'il jouait à une PlayStation ou en tout cas qu'il jouait à des jeux vidéo et que voilà pour parler d'Ousmane Dembélé, de la rapidité d'Ousmane Dembélé. C'était un peu improbable ce moment. Baptiste, ton j'aime s'il te plaît. Vous savez quoi, on va faire un petit tour de table de j'aime et on fera les j'aime pas après. Baptiste, ton j'aime. Mon j'aime, allez avec mon j'aime pas, c'est pour contrebalancer, on en parlera ultérieurement, je l'espère. Non, moi j'aime littéralement tous les joueurs. Sauf un. Voilà. Vous allez comprendre après. Voilà. Non, ce que j'aime, c'est qu'il y a littéralement 10 joueurs qui m'excitent sur le terrain. Quand on prend factuellement poste par poste, c'est des jeunes joueurs. Désiré Doué, 19 ans, Neves, 20 ans, évidemment Barcola, 22 ans, on peut prendre Nuno Mendes aussi. Il y a une forme de... C'est une bombe à retardement, cette équipe qui est en train d'exploser littéralement. On est sur un gros temps fort. Moi, j'ai tendance à être un peu prudent, un peu frileux, mais force est de constater que pour l'instant, ça marche extrêmement bien et que ça fait très longtemps que je me suis pas autant régalé, que je n'ai pas pris un vrai plaisir authentique, sincère devant une équipe de football et notamment devant le Paris Saint-Germain. Et effectivement, tous les joueurs, je trouve qu'il y a une forme de complémentarité, une forme d'osmose collective, à la fois sur l'aspect vraiment de mentalité, mais à la fois aussi sur l'aspect technique. C'est une équipe, vraiment, on se régale quand on prend la ligne offensive, Barcola, Dembélé, Doué, il peut se passer n'importe quoi à n'importe quelle minute. La ligne défensive avec Nuno Mendes, qui n'est pas capable du pire comme du meilleur, mais bon, aussi du meilleur. Hakimi, Marquinhos, Pacho, ça fonctionne bien. Ce milieu de terrain, Vitinha, Neves, qui est extraordinaire aussi, made in Portugal, et qui est pour moi le présent et l'avenir du Paris Saint-Germain dans ce secteur de jeu-là, bien évidemment. Ah, je crois qu'on a deviné le joueur qui manque. Et là, si vous avez bien suivi le podcast, vous avez fait le tour de l'équipe et il y a quelqu'un. On n'en parle pas. Qui, là voilà, on n'en parle pas. Et voilà. Dans tous ces joueurs, si tu dois en sortir un d'hier soir qui t'a vraiment excité, comme tu as dit. C'est une lapalissade. On peut en parler. Moi, je vais dire Désiré Doué parce que ça fait plusieurs matchs que ce joueur me plaît beaucoup, à tout point de vue, sur sa mentalité, sur sa discipline défensive, sur évidemment ses qualités techniques, toutes les différences qu'il peut faire. Il est dangereux systématiquement et c'est absolument génial, tout en sachant, comme tu l'as rappelé, qu'il est arrivé, et c'est bien normal, avec un petit peu sur la pointe des pieds, comme tu disais. Et donc c'est un joueur de 19 ans à fort potentiel, qui était très bon à Rennes et qui là est en train de confirmer doucement et qui est accompagné surtout par un super coach qui est au-dessus de ses joueurs. Voilà, c'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire du PSG, l'histoire restante, à part Ancelotti en 2013. Enfin, ça commence à remonter un petit peu quand même. Et on voit ce que ça fait. En fait, un coach qui a les pleins pouvoirs, qui est au-dessus de ses joueurs, ça fonctionne miraculeusement. Voilà. Tu parles d'Ancelotti, c'est marrant parce que juste avant, je voulais en parler quand on parlait du côté d'un coach qui apporte des choses. Je me rappelle d'un ITV, d'un entretien de Néné qui regrettait d'avoir fait la tête de l'art et d'être parti. Ouais. C'est-à-dire, je me suis privé de passer un peu de temps avec Carlo Ancelotti et de grandir peut-être dans mon football. Alors, il a fait une jolie petite carrière, bien évidemment, mais voilà, il regrettait tout cela. Sur l'aspect coach au-dessus des joueurs, hier, la recrue à 70 millions qui arrivait il y a 3 semaines démarre sur le banc et ça ne fait aucun bruit. C'est quelque chose de révolutionnaire au Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia, dans un Paris Saint-Germain d'il y a 2-3 ans, il est titulaire par décret au PSG. Et sur ce match-là, là, on a un Kvara qui n'est pas encore au top du collectif parisien. Il le sera, et c'est normal qu'il ne le soit pas encore maintenant, parce qu'il a fait que 4 matchs avec le PSG, et il y a des joueurs qui sont plus rodés que lui, qui ont rongé leur pain noir, comme l'a fait Désiré Doué, par exemple. Et donc, la décision logique, c'est de ne pas faire privilégier le statut, et c'est de faire privilégier le collectif. Bien sûr. Et donc, Kvara est sur le banc, et personne n'en parle, parce qu'il y a un mec au-dessus de tout l'effectif qui fait ses choix et dont les choix sont hyper respectés. Et c'est très juste et ça témoigne aussi de la dimension collective qu'a pris ce Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. Et d'ailleurs, il nous l'a rappelé. On n'y croyait pas au départ. Mais on n'y croyait absolument pas. En conférence de presse, à chaque fois qu'il y avait Machul qui perdait, etc., il rappelait tout le temps la dimension collective. À chaque fois qu'une question lui était posée sur un joueur,
il répondait par le collectif. Ouais. C'est systématique. Mais on pensait qu'il nous endormait. Non, mais on pensait qu'il nous endormait, mais non, c'est le collectif avant tout. Et effectivement, là, Guevara, hier, personne n'en a entendu parler. Il est arrivé il y a 3 semaines. Il est arrivé il y a 3 semaines. Bon, là, t'as les autres qui font la différence sur le terrain. Et ça suffit amplement. Et ça, c'est la marque Enrique. Et un jour, je lancerai le débat dans cette émission de on m'enlèvera pas l'idée que Guevara a quand même fait mettre les doigts dans la prise à certains joueurs. Parce que possible. comme par hasard, si tu regardes bien, tout s'est déclenché d'un coup le moment où Guevara est arrivé. Tu Pour penses certains, regarde pour bien ça, la date. ouais, peut-être. Après, Oui, moi, la je pense concurrence que c'est saine, City. mais Ouais, la peut-être concurrence ça, saine, c'est c'est la quelque concurrence chose de- saine. Ça Ouais, en s'appelle tout de la cas- concurrence saine. Ouais, mais en Jusqu'à tout cas, présent. Oui, voilà, c'est vrai. il y en a 2-3 qui sont quand même bien réveillés au bon moment. Romain, ton j'aime, s'il te plaît. Moi, mon j'aime, c'est l'attitude globale des débuts de rencontre pour ce Paris Saint-Germain. On est sur un Paris Saint-Germain qui, on l'a beaucoup répété, moi je le dis souvent dans mon billet le matin, qui joue énormément. Avec la qualification en quart de finale de la Coupe de France, on joue tous les 3 jours du 12 janvier au 16 mars. C'est pas toi, Bruno, que je vais l'apprendre parce que tu te fais tous les déplacements. Je suis rôti. 3 déplacements par semaine. Je suis rôti. Mais donc, on a un PSG qui joue tous les 3 jours et donc on est dans une gestion du physique, et quand il peut y avoir une gestion du résultat pour se donner des matchs un peu plus tranquilles, bah ça peut véritablement nous avantager. Et c'est ce que fait ce Paris Saint-Germain et c'est ce qu'a fait ce Paris Saint-Germain même en Ligue des Champions. Hier, on a une attitude d'équipe qui, certes, est dans la gestion à partir de 2-3-0 de son match aller parce qu'elle se dit que ça vaut peut-être pas le coup de mettre le 4e quitte à en prendre un parce qu'il y aura un match retour au Parc des Princes, mais qui fait en sorte que justement ce deuxième match au Parc des Princes ne doit pas être un sujet. Il n'y aura pas de sujet. Bon, on va peut-être faire une question, nous, de savoir si la qualification s'est fait ou c'est pas fait, mais normalement, pour cette équipe-là, il y a une dose de sérieux qui permet justement que tous les matchs, au fur et à mesure qu'on avance, ne soient quasiment pas des sujets. On a des très bonnes entames de match contre Monaco, contre Brest en championnat, hier également, globalement dans les gros matchs. En Ligue des Champions, Stuttgart en Ligue pareil. des Champions, globalement dans les gros matchs à Marseille 3-0 en une demi-heure, contre Lyon c'était la même chose. Donc il y a une véritable volonté pour cette équipe-là de J'ai vu la tête d'Éric Roy en conférence de presse Non, mais après le match. c'est Il a pris facile. un autobus. C'est facile. Ah bah Ils oui, sont, oui. les Brestois, excuse-moi Baptiste, T'en ils prie. sont dans une attitude, et c'est normal parce qu'ils n'ont pas l'habitude de gérer ces rendez-vous-là et de savoir comment les aborder. Ils sont dans une attitude de victime expiatoire depuis le début du tirage au sort. Même avant le tirage au sort, il y avait Lesmelou en bord terrain qui dit « Ah, ça serait chiant si on joue le Paris Saint-Germain Ouais. ». Éric Roy qui a passé son temps à dire « Bon, bah voilà, c'est dommage, c'était le Paris Saint-Germain », comme si Il c'était faudrait déjà Tom fini. Cruise. Et voilà, il faudrait Tom Cruise. Et l'attitude à partir du premier but hier, c'est une attitude, même le stade hein, Non, qui était. je suis pas trop d'accord là-dessus. Ouais, moi, je suis pas d'accord non plus, hein. Je suis pas d'accord là-dessus. Franchement, il y a Non. une résignation, j'ai l'impression, de la part des Brestois, ce qui Bien est sûr. aussi normal, hein, et ça peut s'entendre. Hein, mais Baptiste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entendre Abdellah qui n'était pas d'accord et après je veux t'entendre Non, sur je suis le pas côté. sûr. Pas forcément d'accord avec ce qui vient d'être dit. Victime expiatoire peut-être dans les discours, discours de façade, etc., langue de bois. Mais sur le terrain, j'ai revu le match il y a 2 heures. J'ai revu le match il y a 2 heures. Et le PSG est bien évidemment dominateur sur quasi toute la rencontre. Mais à partir de la 34e jusqu'à la 45e, t'as Brest qui pousse et qui nous emmerde. Et qui emmerde le PSG. Et d'ailleurs, ils sont tout proches, Ça tape voilà, le tout poteau proches avec de Sylvain, etc. et en seconde, attends, bah. t'as le PSG qui mène quand même 2-0, 3-0. Ils continuent à pousser derrière. Ils jouent avec leurs armes. Ils font ce qu'ils peuvent. T'as Ajorc derrière. Devant, qui est très costaud. T'as leurs ailiers aussi qui sont très costauds. Non, je pense pas. Tu vois, je pense qu'ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner avec leurs moyens, avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, qu'est-ce que c'est ? C'est limité par rapport à ce PSG-là, tout simplement. Est-ce que le PSG est déjà, j'en perds mon stylo, est déjà qualifié, Baptiste Non. Ou est-ce que ça va être une balade de santé dans moins de 7 jours au Parc des Princes Déjà, le football nous a quand même appris que la prudence est de mise pour Surtout systématiquement. au Paris Saint-Germain. Surtout au Paris Saint-Germain, surtout sur les matchs retour. Je pense que les traumas n'existent plus. Il s'est passé tellement de choses depuis, donc c'est plus un sujet, en tout cas pour moi. Néanmoins, beaucoup d'humilité. Rien n'est fait. Luis Enrique, je pense qu'il sera avec C'est le une premier. forme de rectitude morale où il va transmettre ça à tous ses joueurs. Beaucoup de sérénité, mais beaucoup d'exigence et de rigueur quant à la Il a gestion demandé, de. hein, il a demandé Mais bien sûr. de remettre la même à domicile. Bien sûr. Et Marquinhos est venu aussi en conférence de presse pour nous le dire. hein. Bien sûr. Donc, que Paris soit dans de très bonnes dispositions, c'est évident, je suis pas fou. Mais que ce soit complètement fait et puis doigt de pied en éventail, c'est pas vrai non plus. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Brest, c'est quand même une belle équipe qui est généreuse. Hier, elle a beaucoup subi, factuellement. Et puis Paris a une très bonne
une gestion des temps faibles et des temps forts est très efficace. Mais le PSG est tellement saignant, tellement cruel sur les temps forts. Évidemment, Dembélé qui marche sur l'eau, tout qui fonctionne bien. Mais Brest, factuellement, fait pas un match dégueulasse, quoi. Loin de là, dans l'attitude, ils sont toujours là. Eric Roy a quand même transmis depuis plusieurs saisons maintenant une vraie mentalité de guerrier. Donc, je pense qu'ils savent que c'est potentiellement leur dernier match de Ligue des Champions. Pour la plupart des joueurs, sans leur faire injure, et je pense qu'ils vont en profiter. Ils sont pas nombreux ils la reverront pas. Bien sûr. Et dire que Brendan Chardonnay n'a pas d'avenir en Ligue des Champions. Brendan Chardonnay, écoutez, qu'on embrasse. Hier soir, il y a eu un moment, en fait, quand il y avait 3-0 et que le Paris Saint-Germain faisait ses sorties de balles, écartées bien, et ça coulissait, etc. Il y a un moment, il lève les bras. Mais genre, le mec prend des vagues, il regarde tous ces milieux de terrain et ses attaquants en disant mais punaise, mais faites quelque chose, quoi. Arrêtez, j'en ai à ras-le-bol. Dès qu'ils perdaient le ballon, les Brestois, ça revenait. Ça rentre. En fait, ce que je voulais dire, c'était pas que Brest ne jouait pas avec ses armes, puisque Brest, t'as raison, a eu des opportunités également. Mais c'est que dans l'attitude qu'ils avaient sur leur capacité à pouvoir le faire, j'ai pas senti une équipe qui croyait véritablement. Par mécanisme, ils faisaient ce qu'ils savaient faire. Effectivement, un pressing intéressant, etc. Et c'est intéressant que tu parles de la fin de la première mi-temps. Le deuxième but, ça les tue. Mentalement, ça les tue. Et juste avant ce deuxième but, pendant 10 minutes. Bien sûr, c'est parce que tu marques ce deuxième but, sur un temps fort brestois. Absolument. Ça les tue. Et sur la deuxième partie et sur la sortie de mi-temps, ils ont 5 minutes où ils poussent, il y a le but refusé de Barcola, de Désiré Doué, pardon. Ça les enterre. Avec leur jeu de Barcola. Donc dans leur tête, ils se disent de toute manière, il n'y a pas de solution. On presse, on s'en prend en contre, on presse pas, ils nous mettent un truc. Et moi, je l'ai senti vraiment. C'est aussi l'aspect stade. J'ai pas senti alors après, c'est pas leur stade, c'est pas leur public, etc. Mais j'ai pas senti un truc qui, dans les moments chauds notamment, qui poussait véritablement pour aller essayer de bousculer ce PSG là. Mardi 18h45. Ouais, en plus ça joue pas. T'as raison. Le prix des places entre 60 et 200 euros. Enfin, t'as raison, ça joue pas. C'était une catastrophe. Tu voulais rebondir sur. Non, mais juste. Et après, on passe au j'aime pas d'Abdella. Non pas que je doute de ta mémoire, Romain, que tu es un homme brillant, mais hier, ça peut quand même vite vriller aussi. C'est-à-dire que Donnarumma est pas loin de faire une dinguerie. Et Ajor qui est là, et la tête, elle peut finir dans le but. Hakimi, bon, c'est pas ce qui lui arrive, mais il fait une finisseur pied gauche contre son camp presque, et ça touche le poteau. Et puis cette tête aussi décroisée, je crois qu'elle est contrée par Marquinhos, il me semble, qui arrive aussi et qui éclate la barre transversale. Donc ça peut faire 3-3 au final aussi. Bon, après, avec des s'il y a ça, il y a le but de Désiré Doué. On a vu aujourd'hui à la VAR qu'en fait, il était valable. Il y a Dembélé, à un moment. Dembélé, je crois qu'il en rate 2 ou 3. Il aurait pu mettre 2-3 buts supplémentaires. Il fait un dribble, il y a tout le monde qui sort du but. Finalement, ça recontré, tu sais pas trop comment. Il y en a où il tire à côté. Enfin, bref, il y a toujours des trucs. Tu vois, c'est des faits de match, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain est quand même dans de grandes dispositions. Et comme l'a dit Eric Roy, il faudrait donc marquer 4 buts au Parc des Princes contre une équipe qui met plus de 3 buts actuellement par match. Donc voilà, il avait un peu de mal à faire le calcul. Ça va être spectaculaire a priori. Ah bah de toute façon là, faut que tu sais quoi, moi, je ne vois pas Brest ne pas tout lâcher en fait et se dire quitte à en prendre 6, mais au moins on va se défoncer quoi. Bien sûr. Mais non, mais c'est ce qu'il faut. Mais c'est évident. Abdella, ton j'aime pas s'il te plaît. Bon, bah écoute, j'aime pas Donnarumma, évidemment. Donnarumma, j'ai encore une fois bien observé Donnarumma. Il se plante sur ses relances. Il en a quoi ? Il en a planté 2-3, notamment celle qui arrive directement sur Ajorc. Et en fait, en l'observant, on se rend compte que quand il dégage le ballon, quand il part à la relance, il ne lève pas la tête. Il ne lève que très rarement la tête. Ce qui est problématique, quand même. Ce qui est problématique pour un gardien. Accessoirement. D'ailleurs, je me suis dit que depuis qu'il avait reçu sa balafre malencontreusement face à Monaco, il avait fait quelques matchs de très haut niveau depuis. Là, il est retombé dans ses travers hier soir. Ce qui me fait dire, allez, je me lance définitivement, qu'il n'arrivera jamais à corriger son jeu au pied. Au niveau de la ligne, c'est l'un des meilleurs au monde. Mais rien à dire. Pour moi, c'est un top 3, un top 5 mondial sur sa ligne. Mais au niveau de la relance, il a encore ses lacunes qu'il n'arrivera probablement jamais à effacer. C'est ce qui me dérange avec lui. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un garçon qui est aussi un petit peu rongé par... pas de prolongation à venir alors que la prolongation était ouverte en début de saison et un garçon qui est en train de comprendre que, bon, de toute façon,
À un moment Peut-être. donné, peut-être. Je sais pas, moi, C'est un j'ai sujet. cette Bien sûr que ça impression-là. joue. Non, mais évidemment. c'est sûr que Si, ça joue. Arnao Tenas, pardon, je vais arriver, c'est terrible. Et Safonov, ils sont pas là pour rien non plus. Je pense qu'il y a une vraie volonté de la part de Luis Enrique de les installer plus ou moins. Il y avait une forme d'alternance pendant un moment qui ensuite a disparu. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais oui, il est peut-être pas dans de très bonnes Parce que dispositions. Safonov n'est pas extraordinaire. Oui, aussi, ouais, Et probablement. parce que Donnarumma est devenu meilleur. Hein. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est lancinant, qui est chronophage, qui dure depuis très longtemps, depuis qu'il est arrivé globalement. Gardien d'excellent niveau, il n'y a pas de débat. Et moi, j'étais complètement subjugué devant Maté à l'époque, en 2021, avec l'Italie, quand il est champion d'Europe et qui fait un tournoi extraordinaire. Mais effectivement, notamment sur les matchs couperés, c'est un gardien qui ne me rassurera jamais dans le langage corporel, dans effectivement ses relances. Il a évidemment plein de qualités, il a surtout plein de défauts. Et hier, on l'a vu encore, voilà, tout simplement. Insider que tu es, Abdellah, cette petite musique qui nous revient, le moment où Gianluigi Donnarumma a fait cette déclaration j'aime le Paris Saint-Germain, j'ai envie de prolonger, une journée, voire 2 journées plus tard, Bim. bim, Lucas Chevalier est en contact avec le Paris Saint-Germain, ou le PSG s'intéresse à Lucas Chevalier. Est-ce qu'il y a un dossier? Est-ce qu'il y a des choses, ou pour l'instant, ce n'est que supputation? Non, enfin de mon côté en tout cas, ce n'est que supputation concernant Chevalier. Faut absolument qu'il règle. Il y a un sujet Donnarumma. Pourquoi faut PSG. régler, lui dire on Non, prolonge pas, il faut il y a partir? ah oui, il y avait eu des discussions il y a quelques mois, on en avait parlé ici sur ce plateau, d'une prolongation Donnarumma. Tout a été gelé. Enfin, dans la foulée, tout a été gelé depuis pour des raisons contractuelles, mais enfin, tout le monde le sait ici, voilà, au niveau des contrats, des finances, etc. Et depuis, en fait, il est moins bien. Et effectivement, lorsqu'un joueur professionnel a un problème à régler avec sa prolongation, forcément, tu vois, ça déteint sur le terrain. Après, t'es pas obligé de tirer dans la tête d'un adversaire non plus. Quoi. Non, mais ça, c'est une certitude. En fait, le problème. Et je termine juste avec ça. Je pense que Luis Enrique n'est pas totalement convaincu par ce gardien. Il ne l'était pas quand il n'est pas totalement convaincu. Enfin, si Luis Enrique, qui a les clés du camion au niveau du sportif au Paris Saint-Germain, n'est pas convaincu par ce gardien, bah forcément, ça pose problème. Non, mais c'est certain que c'est pas le style de gardien que Luis Enrique affectionne le plus. Ça, c'est certain. Et Luis Enrique, quand il était sélectionneur de l'Espagne, il a fait des choix forts auprès de gardiens qui étaient installés et qu'il a peut-être enlevé de la sélection parce qu'ils ne correspondaient pas au style de gardien qu'il aimait. Maintenant, après, sur Donnarumma, je vais encore passer pour le défenseur de Donnarumma alors que je trouve que sa saison est pas bonne. Mais déjà, je trouve qu'il est meilleur là depuis début 2025. Il est meilleur sur sa ligne alors qu'il n'était pas incroyable sur sa ligne depuis le début de saison, malgré le fait que ça soit une de ses principales forces. Je trouve qu'au pied, tu as raison sur le. En fait, ça dépend ce que tu veux dire par il ne progressera jamais. Ça sera jamais quelqu'un d'élite au pied, ça on est tous conscients, il y aura pas de. Mais je trouve déjà qu'il est meilleur qu'avant, qu'il a de meilleurs réflexes, que sur le jeu court au pied, il est plus efficient qu'avant. Et même, en fait, le principal problème de Donnarumma dans son jeu au pied, c'est pas forcément l'exécution du geste, c'était plus le temps qu'il mettait pour exécuter le geste et la confiance qu'il avait en son pied pour pouvoir le faire. Et donc, sur le jeu court, je trouve qu'il a perdu cette lenteur et qu'il est assez efficient. Sur le jeu long, il veut toujours se mettre dans la meilleure position possible pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs là, c'est une balle qui vient de la droite. Il veut faire un jeu long vers la gauche. Et, il est face à tête. Et il voit pas en fait. T'as raison, il voit pas genre. Que le ballon. Mais ballon, des erreurs au pied de Donnarumma finalement sur le dernier mois, c'était quelque chose d'assez rare. Alors qu'il joue quasiment tous les matchs, à part Espali et Le Mans, il a joué tous les matchs avec le PSG. Donc je trouvais qu'il était justement dans une période un peu meilleure. Maintenant, il y a eu cette bourde hier. Il en sauve une quand même. Pas mal aussi en début de seconde période où il la détourne et après ça va sur le poteau. Donc je suis après sur la suite l'impact de sa prolongation. Il faut quand même régler le dossier. Oui, je pense. Mais de toute façon les dossiers des gardiens sont très compliqués partout. En Europe. Actuellement, je mets Courtois qui arrive pas à être, qui a pas de problème avec le Real. Je mets Yann Sommer avec l'Inter. Et le reste des clubs, je vais pas vous mentir, les gardiens sont soit critiqués, soit mis en concurrence avec leur numéro 2. Il faut voir ce qu'a fait Manchester City hier face au Real avec Ederson et Ortega. Ortega, il a mis but contre son camp face à contre qui il jouait déjà Leyton Orient en Cup la semaine dernière. Donc Neuer est remis en cause au Bayern. Ter Stegen, avant sa blessure, il était remis en cause. Ça a été d'abord le petit gardien Peña qui a été mis, puis Chesney. Dans tous les clubs, c'est comme ça parce qu'on demande de plus en plus de choses aux gardiens et donc les gardiens font de plus en plus d'erreurs. Donc c'est comme ça, c'est inhérent au poste de gardien. Maintenant, est-ce qu'il faut faire un choix? Oui. Est-ce que c'est urgent de le faire dès maintenant et pour cette saison? Je suis pas sûr. Pour la tête de Donnarumma, en tout cas, ce serait bien. Oui, il est en contrat jusqu'en juin 2026. Faut-il le rappeler? J'aime pas de Baptiste
Baptiste Durieux. Alors, on a parlé de toute l'équipe qui le faisait kiffer, enfin 10 joueurs. Et si vous avez bien suivi le podcast, il en manquait un. Et donc, qui est ce joueur qui ne te convient pas? Et je crois qu'on est nombreux, en tout cas, à se poser des questions autour de ce joueur. Il s'appelle Fabien Ruiz, mon cher Bruno. Oui. Je vais rien apprendre à personne et à tous les auditeurs, je pense, qui aiment le foot comme nous tous, qui aiment le Paris Saint-Germain comme nous tous, qui ont suivi le match notamment hier. C'est une catastrophe du début jusqu'à la fin. On va commencer par un truc introductif. Je ne suis pas coach, sinon je ne serais pas ici avec vous. J'ai pas l'expérience de Luis Enrique, je ne suis pas au quotidien aux entraînements, et je pars du principe que et le sélectionneur de l'Espagne et Luis Enrique ne sont pas des fous, et ce sont des gens qui sont infiniment mieux qualifiés que moi. Premier élément, donc beaucoup d'humilité. Néanmoins, sur ce que je vois hier et sur ce que je vois depuis la naissance de ce garçon, ça me déplaît. Je trouve qu'il ralentit le jeu, mais de manière absolument terrible et caricaturale. Je trouve que techniquement, il y a des erreurs qui sont grossières, il y a des pertes de balles qui sont parfois dangereuses et qui mettent, pardonnez-moi l'expression, mais tous les joueurs dans la merde. J'ai revu le match, il y en a eu 5 ou 6, je les ai comptabilisés. Il y en a eu 5 ou 6. Et je trouve que toutes ces frappes, elles manquent de calcium, c'est souvent écrasé, il y a rien qui est positif. Il a pu avoir quelques périodes un peu plus prolifiques avec le Paris Saint-Germain, encore une fois, je suis lucide. Mais globalement, je suis tellement amoureux de cette équipe en ce moment. Et je trouve qu'il fait tellement tâche, et en fait les autres sont tellement bons, sont tellement en train de progresser, ont tellement d'ailleurs une marge de progression incroyable, que lui au milieu de tout ça, c'est vraiment l'idiot du village, quoi. Enfin, pardon, franchement, ça c'est une balle qui est partie. Et du bus. Franchement, je vais me faire l'avocat du diable. Oui, on va y aller. Je peux me faire l'avocat du diable. C'est vrai que je prends tous les jours les gens à contre-pied. Baptiste, non. Franchement, je suis pas. Sois bien dans le micro, par contre. Parle bien dans le micro si tu veux faire ton contre-pied. Sache que Fabien Ruiz, je l'ai noté, le PSG gagne 66% de ses matchs avec lui. D'accord, ok. Ça c'est la stat. Je termine. Et tu sais, quand moi je mets des chaussures bleues, le PSG gagne 75% de ses matchs aussi. Mais tu me connais, je suis le premier à taper sur Fabien Ruiz quand il le faut, etc. Mais depuis, franchement, faut être malhonnête pour dire qu'il a fait un mauvais match hier. J'ai revu le match. Je te promets, j'ai encore une fois revu le match. Je radote, il était partout. Il était partout sur le terrain. Pourquoi on parle de Fabien Ruiz de cette façon-là? Parce qu'on le compare à des joueurs, surtout au milieu de terrain, qui sont supérieurs à lui au niveau technique. Fabien Ruiz, c'est un joueur avec tous les défauts. Attends, je termine. Oui, avec tous les défauts qu'il a, avec toutes les lacunes qu'il a, tu peux le retrouver souvent dans les deux surfaces. Il compense les montées de ses ailiers, les montées des milieux, etc. Il est partout. Il est très endurant, il a un gros volume de jeu. En revanche, effectivement, je te l'accorde, il est lent. Il est un peu mollasson, effectivement. Il est pas rapide. Et voilà, il fait parfois office de rampe de lancement, mais c'est souvent loupé. Mais il en a besoin dans son système. Et je pense qu'à force, Luis Enrique, Fabien Ruiz s'éclipsera naturellement en fait de ce 11 comme l'est aujourd'hui Kangin Lee, à cause du niveau intrinsèque et technique des autres qui commencent à grandement s'élever. Alors moi j'ai une question, parce que hier, effectivement, j'étais un petit peu comme tout le monde à me dire, mais pourquoi on se retrouve avec Fabien Ruiz? Pourquoi le coach Luis Enrique le met? J'ai posé la question à Eric Rabestrandatana, notre consultant, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, qui était dur déjà avant le match, en se disant, mais pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, Romain? Est-ce que peut-être que le coach, c'est peut-être lui, parce que je me dis qu'il calcule tout, que Luis Enrique calcule tout. Donc, il y a bien un truc qu'il doit lui dire, freine, accélère, retourne derrière. C'est peut-être lui qui lui dit, parce qu'avec l'Espagne, il n'a pas ce jeu-là, il a un jeu plutôt offensif, offensif, et il va de l'avant. Là, ce côté jouer sur les côtés et jouer derrière, est-ce que finalement, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans ce que lui demande Luis Enrique, d'être un peu le... Alors, il devient le vilain petit canard parce que tout le monde lui tombe dessus, mais en gros, c'est le gars qui accélère, freine. Le gars qui t'a envie de dire, arrête de jouer avec la pédale d'accélérateur. Alors, déjà, j'aimerais dire que moi non plus, je le vois pas. Que moi, la seule chose que je peux potentiellement donner comme explication à ça, c'est ce que nous a dit Luis Enrique l'année dernière dans son interview avec Ambre, quand elle travaillait encore au Paris Saint-Germain, et qui disait que Luis Enrique disait Fabien Ruiz est un joueur merveilleux pour moi parce qu'il permet à mon équipe d'avoir des identités différentes sans que j'ai à faire de changement.
Il disait, en gros, quand je veux avoir une mentalité plus défensive et que je veux stabiliser mon équipe à conserver le ballon et pas forcément aller vite vers l'avant, je demande à Fabian Ruiz d'avoir une attitude plus défensive. Il sait le faire, il va pouvoir me le faire. Quand je veux être un peu plus haut, au lieu de changer ce joueur défensif et en mettre un plus offensif, je peux demander à Fabian Ruiz d'activer son mode un peu plus offensif et de soit essayer de faire des transversales, soit essayer de faire des percées avec le ballon, soit essayer d'être tout simplement d'avoir un positionnement plus haut. Et donc, il expliquait justement à ce moment-là, donc c'était il y a près d'un an, il expliquait, c'était juste avant le Barça, je crois, il expliquait que pour lui, Fabian Ruiz était un joueur merveilleux parce que justement, il pouvait faire changer d'identité à l'équipe sans avoir à utiliser un changement. Par exemple, quand on avait Manu Ugarte qui était là, Manu Ugarte, c'était attitude défensive et c'est tout. Tu pouvais pas mettre un mec au-dessus. Quand on a Désiré Doué qui est là, et Désiré Doué, c'est attitude offensive. Défensivement, ça va être beaucoup plus compliqué. Avec Fabian Ruiz, il peut s'offrir d'avoir les deux identités sur le même joueur. Ça, c'est l'explication de Luis Enrique. Maintenant, sur le terrain, est-ce que je la ressens ? Pas forcément. Alors après, j'ai pas toutes les consignes en temps réel. Parce que là, on en discute, mais j'ai pas toutes les consignes en temps réel de Luis Enrique, donc je sais pas ce qu'il lui dit exactement, ce qu'il lui dit de faire, et si lui respecte ou non ces consignes-là. Maintenant, il y a un truc sur lequel où je suis entièrement d'accord avec Baptiste et qui là va être à la charge de Fabian Ruiz, c'est qu'il y a des moments où techniquement c'est insuffisant, quelle que soit l'attitude dans laquelle il doit être et dans l'équipe et dans laquelle l'équipe doit être. Il y a des moments où il rate des trucs, il y a des moments où il met un manque d'intensité. Je repense au match de Manchester City, le match de Manchester City, le premier quart d'heure, tout le monde est dedans sauf lui. Ah oui, en termes d'intensité, juste. Et ça veut dire que toute l'équipe a eu la consigne de mettre de l'intensité. Lui n'était pas dedans. C'est l'un des joueurs qui gagne le moins de duels dans l'équipe. Il va pas au duel. En fait, il y a plusieurs problématiques dans ce truc-là. C'est que je peux comprendre l'idée de le mettre pour être garant d'identité que l'équipe doit avoir. Mais même dans ce rôle-là, il y a des moments où je trouve que ce qu'il fait est insuffisant. Baptiste, est-ce que tu as été convaincu par tes camarades qui ont essayé de sauver le soldat Ruiz ? Oui, non, mais vous êtes des gens brillants. Oui, hein. Mais non, moi je suis pas convaincu. Je trouve que c'est un mauvais joueur. On me parle de complémentarité. Oui, effectivement, c'est complémentaire. Ils sont très forts. Il est nul. Donc c'est clair, c'est évident. Mais moi, non, mais plus que garant de l'identité, oui, c'est garant de la stabilité. C'est le garant de la stabilité de ton équipe. Mais tu peux pas être stable avec un mec qui perd des ballons. Enfin, je comprends pas. Il en a perdu 6 ou 7 hier. C'est vrai que c'est beaucoup. Il est moins technique que les autres, c'est une certitude. Mais il t'apporte cet équilibre dans les différentes organisations que Luis Enrique veut mettre en place. Et c'est le lien, si tu veux, entre les différentes, entre le milieu, l'attaque et la défense. Je te promets, je t'invite à regarder un match, tu verras. Il faut le savoir, ils sont amis. Non, je leur avais dit, attention. Pas de voilà. Et là, il t'en a mis une petite. Voilà, oui, bien sûr. T'as le droit de répondre tout à l'heure. Mais il va le faire sans hésiter. On est confrères avant d'être amis. Voilà, ça c'est fait. 2027, un contrat de Fabian Ruiz. Moi, je pense que tant que Luis Enrique sera dans les parages, il y a de fortes chances qu'effectivement Fabian Ruiz soit toujours là avec le Paris Saint-Germain. Dernier, j'aime pas. Oui. Avec mon kiki abonné. Alors lui, déjà, je comprends pas ce qu'il fait sur le terrain, les consignes qu'on peut lui donner, mais en plus, techniquement, c'est déplorable. Kanguinli, je n'en peux plus. Alors, je peux tolérer, j'ai un seuil de tolérance sur les matchs de Ligue 1 et de Coupe de France. Voilà, il a le droit. J'ai un seuil de tolérance quand le PSG mène par 2 buts d'avance, et là encore, je disais à l'antenne la semaine dernière que je pense que c'est une consigne de la LFP de nous mettre Fabian Ruiz et Kanguinli quand il y a 2 buts d'avance, histoire de garder un peu de suspense dans les matchs. Bien sûr. Mais en Ligue des Champions, c'est pas possible. En Ligue des Champions, ce n'est pas possible. Hier, ce qu'il fait, il y a un moment, je suis devenu dingue. Je pense que tous les supporters du PSG ont voulu casser leur télé à ce moment-là. Il y a une balle qui est une balle de transition où la balle va vite vers le milieu de terrain. Il est au milieu de terrain sur la droite. Il met 3 heures à essayer de lancer Dembélé et je crois que c'est Barcola ou Kvaratskhelia, je sais plus, il doit les lancer. La passe est ratée. Il a essayé de faire un externe, la passe elle est ratée. Et, bien sûr, les deux sont hors jeu parce qu'il a mis 3 heures à leur donner. Le problème, c'est que Kanguinli, j'ai la malchance d'avoir vu des matchs de Valence et de Mallorca parce que j'aime bien le championnat espagnol où il était dedans et c'était absolument pas ce joueur-là. C'est-à-dire que Kanguinli, c'était un joueur qui, quand il était à Valence sur un côté, il percutait. Quand il était à Mallorca où il jouait un peu plus dans l'axe, il créait. On n'est plus du tout dans ce style-là. Alors, il y a des moments où, effectivement, on sent que techniquement, il sait contrôler un ballon, etc. Il n'y a plus aucun dribble. Aucun dribble. Il a enlevé ça de son jeu, alors que c'était un joueur qui savait le faire à la base. Les passes sont sans risque. Vers l'arrière, sauf vers l'avant seulement s'il n'y a personne entre deux. Et franchement, je n'arrive pas à comprendre. J'ai beaucoup de patience avec ce que peut mettre en place Luis Enrique. Et il y a plein de moments où je me dis, quand je ne comprends pas, c'est que je vais comprendre à un moment. Mais
Kanguinli, je n'arrive pas. En fait, je trouve que les carences sont trop importantes, notamment quand le niveau s'élève en Ligue des Champions et même face à Brest, qui est pas forcément une équipe de niveau Ligue des Champions qu'on attend. Est-ce qu'on n'est pas en train d'être beaucoup trop gourmand, c'est-à-dire que là maintenant on voit du très haut niveau, donc ceux qui sont pas dans le train et ne vont pas au même rythme, Baptiste, on est en train d'être un peu de plus en plus dur contre eux. Oui. Enfin, c'est pas l'équipe du coin le PSG, donc je veux dire, c'est quand même, on se doit d'être exigeant et même si effectivement l'indulgence c'est important aussi. Mais moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Il y avait beaucoup d'enthousiasme quand il est arrivé Kanguinli en termes statistiques, ce qui veut tout et rien dire, mais c'était l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe en 1 contre 1 notamment, et effectivement hyper actif sur son côté. Profil en plus un peu box-to-box, gros volume, tâche défensive aussi, hyper investi à tous les niveaux, ce qui correspondait vachement bien à Luis Enrique. Il a pu faire des bons matchs, mais là c'est hyper déceptif, c'est clair. C'est pas au niveau de Fabian Ruiz, mais c'est très déceptif. Et ce que je voulais dire, c'était quoi ta relance déjà? J'avais un truc en tête, je l'ai oublié. Ma relance sur le côté, est-ce qu'on n'est pas, on demande peut-être pas trop par rapport à ce PSG qui est en train de nous régaler, et effectivement tu sens qu'il y en a qui vont peut-être. Le problème c'est pas ça, le problème c'est pas que le 13e et le 14e joueur aient pas le niveau des 11 premiers et du premier remplaçant. Le problème c'est que quand Kanguinli rentre, moi, perso, je trouve qu'il prend la place de Désiré Doué qui aurait pu reculer au milieu de terrain, tu vois. Et tu mets Kvara, Barcola, Dembélé. Ou tu mets Gonzalo Ramos qui est là. Enfin, tu vois, c'est un choix de faire jouer Kanguinli. C'est un choix à la place de certains mecs qui peuvent apporter à cette équipe-là. C'est pas juste il est là et il a pas le niveau et puis on doit faire avec parce qu'il a pas le niveau et qu'il y a personne à sa place. Non, il y a des mecs qui je pense, qui mériteraient de plus jouer au poste où ils jouent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Luis Enrique, qui avait pris le premier GEM, nous fait poser des questions autour de ces joueurs. Et Kanguinli, je pense que tu peux même maintenant le mettre dans la case de Fabian Ruiz sur ce côté où on ne comprend pas tout ce que lui demande le coach, parce que justement, il lui a épuré son jeu, mais tellement épuré qu'on ne voit plus trop à quoi ça va ressembler. En tout cas, les amis, voilà pour le j'aime pas. Je rappelle que le Paris Saint-Germain est bien embarqué pour pourquoi pas aller affronter ou Liverpool ou le FC Barcelone. Notre ambiance. Voilà, ça va être autre chose. Un huitième de finale de Ligue des Champions. Il y a encore le 16e. Ce sera à vivre sur notre antenne, bien évidemment, sur ici Paris Île-de-France. Ce sera mercredi prochain à 21h. Là, ce sera un horaire normal et on se retrouvera bien évidemment avec la bande pour cette rencontre. Mais on va parler d'un garçon qui, en ce moment, qu'est-ce que tu veux ? Le ballon, il est attiré par lui. En fait, c'est complètement improbable. C'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, Magic Ousmane Dembélé. On va en parler. D'ailleurs, son coach a demandé à savoir si quelqu'un savait ce qu'il avait mangé à Noël pour être dans un état pareil. Ousmane Dembélé qui marche sur l'eau. Jusqu'où peut aller comme ça Ousmane Dembélé, auteur de 15 buts en 8 matchs en 2025. C'est improbable pour le Paris Saint-Germain. C'est quand même complètement fou. Ousmane Dembélé a inscrit donc 15 buts en toute compétition confondue, soit 6 buts de plus que tout autre joueur évoluant dans le top 5 européen, genre on parle de Mbappé ou de Retegui, ou voilà, sur des matchs aller retour. Bref, le joueur du Paris Saint-Germain a d'ores et déjà égalé son record de buts dans une année civile en club. Il a mis autant de buts en Ligue des Champions avec le PSG qu'avec le Barça. Ah non, il est resté 6 ans au Barça. Tout est improbable. Les amis, jusqu'où il nous emmène? Alors, je vous ai pas fait le côté Ballon d'Or, bien évidemment. Je vous ai pas fait meilleur joueur du monde. Voilà. Est-ce que le sujet va être sur la table? C'est ça. Mais jusqu'où il peut aller comme ça? Est-ce qu'on a notre numéro 9 et essayer de comprendre aussi comment ça a pu basculer dans ce sens-là et dans ce bon sens-là. Abdellah, jusqu'où peut aller Ousmane Dembélé? Jusqu'où il peut nous emmener comme ça? Le plus loin possible, j'espère. Oui, mais... Parce que j'arriverai pas à répondre à cette question, à savoir jusqu'où il va nous emmener. On n'en sait strictement rien, surtout avec lui. D'autant plus que, faut rappeler qu'il a 27 ans. 2, c'est un joueur qui a été longtemps étiqueté joueur frustrant pour tout le monde. C'est le joueur frustrant, c'est le joueur même parfois un peu five. C'est le joueur five, c'est le joueur un peu, pas un peu à la Cherki, tu sais, j'ai pas envie de faire d'analogie un peu bancale comme ça, capable de passer un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs, on se lève, c'est un joueur qui fait vibrer, c'est un joueur frisson, mais pas un joueur décisif. On a attendu 27 ans, on a attendu son exclusion d'une certaine manière dans le groupe, parce qu'il n'était pas dans le groupe face à Arsenal. Ouais, voilà, et depuis, d'une certaine manière, on ne sait pas ce qui s'est passé. Dans l'attitude, sur le terrain, en dehors du terrain, il a totalement changé. Même quand il marque un but, on l'a tous remarqué, son visage reste un peu fermé. Ouais, il ne célèbre plus les buts de la même façon. Il ne tire plus au but de la même manière. Il ne cherche plus à mettre une sacoche, une praline à gauche, à droite, etc. Il cadre, comme le disait notre cher Ibrahimovic à Ouganda à l'époque. Arrête de chercher à mettre
le beau but, cadre. Alors, Lorsque c'est pas tu- Ouganda, c'est Ojenda. J'étais en train de me dire Non, Ojanda. c'est Oujanda. Ojanda, Oui, là, pardon. t'es parti sur Erwin. Ouganda. Oui. Erwin Oujanda. Non, mais il lui a... Et en fait, j'ai l'impression que voilà, il a compris, peut-être sous les conseils de Luis Enrique, peut-être sous les conseils de son entourage, aussi par le fait, par le fait aussi qu'il se donne, qu'il assure à l'entraînement au niveau des séances individuelles, c'est-à-dire qu'il travaille enfin, chose qu'il ne faisait pas à Barcelone, et peut-être qu'il a enfin pris ses responsabilités depuis le départ de certains cadres et depuis le départ de Dembélé, parce qu'aujourd'hui c'est comme un grand frère finalement Mbappé, ouais. pour certains, pour Doué, etc. Et c'est ce que j'apprécie chez lui. Et pour revenir à ta question, est-ce que jusqu'où il ira? J'en sais rien du tout. J'espère encore une fois qu'il portera ce PSG le plus loin possible. Il nous revient des séances d'entraînement qu'il fait du rap désormais devant le but. Il les fait. Après les séances, il se fait. Je me rappelle quand on avait accès, je me rappelle de voir Paoletta faire Oh, des la grande séances, époque. mais oui, de faire des séances devant le but et travailler. Et Cavani aussi de faire la même chose. S'il commence à faire ça, on est parti sur du grand Ousmane. Est-ce que toi, ça te surprend et est-ce que tu te dis que à ce rythme-là, il peut aller top 10 mondial, ballon d'or. J'y arrive avec mes gros sabots. Non, mais déjà celui qui est pas surpris qu'on me l'amène ici tout de suite, c'est quand même fou ce qui se passe. C'est ce qui est certain, c'est que ça a toujours été un joueur fabuleux qui a fait des différences extraordinaires, qu'il a toujours été titulaire partout où il est passé, et qu'effectivement le jour où il allait cadrer ou mettre des buts, ça devenait Messi quoi. C'est tellement un joueur fabuleux qui fait tellement de différences abyssales et exceptionnelles qu'effectivement le jour où il allait être efficace, ça allait devenir donc un crack absolu. Donc c'est très bien, c'est un gros temps fort. Est-ce que ça veut dire que ça va durer jusqu'au mois de juin? Je n'en ai aucune idée. Néanmoins, il faut capitaliser là-dessus. Je pense qu'il y a une vraie bonne entente aussi en termes de placement par rapport à Désiré Doué et Barcola, une vraie complicité. Et c'est pas un hasard que lui soit dans de si bonnes dispositions, si bien placé à chaque fois à la finition pour marquer des buts. Mais c'est très bien. Ça reste pas un numéro 9 pour moi, mais peu importe. C'est pas la question et c'est pas le débat. Et j'ose espérer qu'effectivement, il va aller le plus loin possible. Mais je pense que 27 ans, il est en pleine plénitude de l'âge. Qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il bosse beaucoup, effectivement, après les entraînements, et pas que devant le but aussi, mais beaucoup physiquement. Il n'est pas blessé. Tous les signaux sont au vert et c'est formidable. Et il faut vraiment en profiter. Mais j'essaie toujours de rester prudent quand même. J'ai pas envie d'être déçu, mais là, c'est formidable. On se régale. Il est maintenant, il fait attention de pas être hors jeu. Tu sens qu'il freine dans ses, tu vois, avant d'accélérer comme une balle. Avant, il accélérait comme un fou. Ouais. Là, maintenant, il fait attention à tout. Il est dans la gestuelle du buteur. Et effectivement, c'est ce côté un peu aussi. En fait, il y a plein de trucs, il y a plein de facteurs. J'en ai parlé dans ma chronique ce matin notamment. Il y a un truc qui est hyper important et je vais commencer par ta question qui est de jusqu'où il peut aller. C'est certain que les moyennes de buts qu'il a actuellement ne vont pas être la normalité parce que là actuellement, il arrive à maximiser la forme qu'il a. Maintenant, moi, je suis assez optimiste sur le fait que cette période-là va faire en sorte que ces standards vont être rehaussés par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ça sera certainement en dessous de ce qu'on a actuellement, mais ça sera bien au-dessus de ce qu'il y avait avant. Pourquoi ? Parce que c'est un travail que fait Ousmane Dembélé. On parle du PSG et depuis que Mbappé est parti parce qu'il y a des responsabilités qui sont là, mais ça a commencé bien avant. Ça a commencé sur sa dernière année au Barça où il a commencé véritablement à prendre en main son corps, changer sa nutrition, changer sa méthode de sommeil, tout maximiser pour... Il y a un moment où il y a eu une prise de conscience sur la fin de Barcelone et bizarrement, il y a eu beaucoup moins de blessures musculaires à partir de là. La dernière année à Barcelone, il est moins blessé que sur les précédentes. Il arrive à Paris, il est quasiment pas blessé. Il garde cette rigueur-là pour prendre soin de son corps. Comme il prend soin de son corps, il peut enchaîner les matchs, il trouve du rythme. Il peut se concentrer sur des problématiques qui sont autres que celles de revenir seulement en rythme. Et donc, ça va être la problématique de placement, là dont tu parlais, pour pas être hors jeu. Il peut travailler sur des aspects véritables de son jeu, travailler souvent après les entraînements parce que il est là, en fait. Il n'est pas blessé. Donc, ça part de là. Ça part aussi du fait qu'il y a une mentalité qui est différente. Tout à l'heure, tu parlais du joueur frisson qu'il était. Je pense qu'il y a un moment où Dembélé, il s'est dit, j'en ai marre d'être le clown. J'en ai marre d'être l'amuseur. Ouais, ce que j'allais dire. J'en ai marre d'être celui qui fait marrer tout le monde. Il a une personnalité qui est hyper attachante et qui est hyper marrante pour des potes, il est content d'être comme ça, mais je pense qu'il en avait marre qu'on le prenne jamais au sérieux. Quoi. Non, mais je pense qu'il se contentait aussi de ce qu'il était. Oui, c'est possible. Et qu'on lui a jamais fait prendre conscience en fait du joueur qu'il était intrinsèquement parlant, et qu'il pouvait vraiment passer ce. C'est un garçon très important. Bien sûr. De par son attitude, bien par sûr, son sens de hyper l'humour. positif dans un vestiaire. En équipe de France, je peux vous dire que ça a explosé mais plein de fois si lui n'était pas là. Ah oui, c'est un facilitateur, mais bien dans sûr. le vestiaire. Je t'embrouille pas avec Ousmane Dembélé. Exactement. C'est impossible de C'est un de garçon s'embrouiller. et un camarade de vestiaire qui est
extraordinaire. Mais bien sûr. Et qui est extrêmement important. Et je Ouais. pense qu'il a voulu. Il y a eu un temps où il était en adaptation pour garder cet aspect-là hyper important dans un vestiaire, mais peut-être avoir moins l'image du mec de qui on peut se foutre de la gueule parce qu'il est pas sérieux. et donc en fait, tu te retrouves avec effectivement quand il célèbre ses buts, il a le visage fermé. Tu te retrouves avec moi. Il y a une attitude hier. Hier en début de seconde période, il met une frappe à côté. Je parle pas de celle où il fait un dribble où il y a tout le monde qui tombe et il y a corner après. Il est juste avant, il y a une frappe qui met à côté. Il est énervé. Je l'ai jamais vu énervé moi, Ousmane Dembélé. Il est énervé d'avoir raté. C'est une mentalité qu'il n'avait pas avant. Et puis, il y a aussi, bien sûr, le fait qu'il y a ce replacement de Luis Enrique qui fait qu'il est plus facilement dans les zones de vérité et avec beaucoup plus de lucidité. Tu disais tout à l'heure, s'il avait son réalisme, c'était Messi. Messi avait la capacité de pouvoir faire 40, 50 mètres de course en éliminant des joueurs et avoir une super lucidité devant le but parce que c'est Messi et parce que c'est un des plus grands joueurs, le plus grand joueur de tous les temps pour moi. Mais Ousmane Dembélé, il n'était pas là. Après avoir fait 40 mètres de course, il était moins lucide et il choisissait moins bien ses zones de pied. Là, il est plus en bout de course, il est plus en fin d'accélération au moment où il doit faire son choix et au moment où il doit finir, et donc il est beaucoup plus réaliste. Abdellah, je me souviens de cette phrase de Luis Enrique, on n'est pas des potes. Je suis pas le pote. Absolument. J'ai l'impression que cette phrase a peut-être résonné aussi dans la tête et au sein du vestiaire et d'Ousmane Dembélé. Mais dès le départ, en fait. Parce que quand tu dis, tu vois, il est beaucoup plus fermé, concentré sur ce qu'il doit faire, plus amuseur public. C'est ça aussi, c'est que et lui-même l'avait redit après en conf. J'ai bien entendu le coach qui m'a dit. Je suis pas son pote. Juste, je me permets, Abdellah, Romain, il est à fond. Oui, non, mais parce qu'il y a un aspect qui représente bien la mentalité bénéfique d'Ousmane Dembélé sur la gestion de son propre cas. Après Arsenal, l'entourage d'Ousmane Dembélé s'est posé la question de savoir si ça allait être un sujet du fait qu'Ousmane Dembélé soit pas dans le groupe. Est-ce que, en gros, je vous la fais vulgairement, est-ce qu'on va foutre la merde dans le vestiaire parce qu'Ousmane Dembélé a pas été pris? Et c'est Ousmane Dembélé qui a dit non. Voilà, c'est moi qui ai fait une connerie, j'étais en retard et donc il m'a pas pris. Voilà, je prends positivement ce truc-là. Et il n'y a pas eu de remous après cette histoire-là. Parce que Ousmane Dembélé a eu la lucidité et la maturité de dire ok, j'ai déconné. Et donc là, je vais pas essayer de torpiller. C'est normal, a priori, de se oui, comporter c'est normal, comme ça. Mais il aurait pu aller. On est dans un monde où les choses normales sont pas automatiques. Ça va au clash quand même. Voilà. Non, il aurait pu aller au clash. Certains auraient pu aller au clash, sûr. mais il y a eu l'intelligence des deux parties, des deux côtés, même de la part de Luis Enrique, qu'il a à demi-mot avoué qu'il avait fait aussi un pas vers lui. Mais c'était au joueur de faire un pas. Je rebondis par rapport à ce que tu disais à l'instant. Luis Enrique, c'est pas le pote des joueurs. Lui, il est là pour un taf bien précis. Il est entraîneur, il est coach. Les joueurs, pour lui, ça reste des joueurs. C'est pas ses amis. Voilà, à la limite, ils boufferont un restaurant à la fin de l'année s'ils remportent la Ligue des Champions, mais voilà, en l'état, ce n'est pas ses potes. Payer un peu plus qu'un resto, moi. Voilà. Tu me dis qu'il n'y a plus la pizzeria comme avant. Ah non, avec c'est Zlatan, terminé la pizzeria. Ou sinon, ça va plus au vol vert. ou d'une avec- certaine manière, voilà, le président qui à l'époque appelait, voilà, tel C'est des joueur qui barbecues. appelait. C'est terminé tout ça. Chacun à sa place, comme le disait Descartes. Et voilà, et je vais faire ça maintenant dans la tribune. Chacun à sa place. Attention, ça va pas rigoler, ça va pas moufter. Les amis, c'est l'heure de faire la première pause et la seule pause dans la tribune. 100% PSG la tribune, le podcast de ici Paris Île-de-France. C'est la pause et dans quelques instants, on va parler de Marquinhos et on va aussi parler de ce Paris Saint-Germain qui, comme Dembélé, marche sur l'eau. Est-ce que ça peut durer très longtemps cette histoire ? Ici, on est 100% PSG. Ce samedi à 21h05, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Toulouse, 10e de Ligue 1. C'est la 22e journée. Rendez-vous sur ici Paris Île-de-France à partir de 20h30 avec l'équipe. Ici Paris Île-de-France, 100% supporter du PSG. 100% PSG, la tribune. Baptiste Durieux, Abdellah Boulma et Romain Bédou. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, bonsoir. Ça dépend dans quelle situation vous écoutez, bien évidemment, ce podcast. Vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces, à savoir si vous êtes d'accord avec les débats qui sont lancés et les propos qui sont tenus par les copains autour de cette table. Il nous reste 2 questions à se poser. On va parler de ce PSG qui...
En ce moment, que voulez-vous que je vous dise, ma brave dame? Tout nous réussit. On est en train de rouler sur la Ligue 1, une partie de l'Europe en tout cas. En Coupe de France, ça se passe très bien. En plus, en Coupe de France, il y a personne qui le veut, ce trophée, donc on va aller le chercher. Ça va être le plus simple. Non, mais, tiens, ça y est. C'est vrai, Tu sais quoi? J'ai checké, alors je l'embrasse, j'ai checké Nicolas Blanza. Nicolas Blanza, c'est mon homologue de ici, Brésisel, donc en Bretagne. Et donc, allez, à la saison prochaine, j'ai fait, mais non. Eh non, Nicolas, on a rendez-vous au Stade de France. C'est la seule affiche potable, c'est d'avoir un PSG Brest. Donc ça va nous faire un petit PSG Brest au Stade de France en finale de Coupe de France. On le sait. Moi, j'aime bien quand il y a des clubs qui sortent un peu de nulle part. Oh, arrête. Ah, ça va. Mais quoi, ça arrête. Arrête. Mais non, mais c'est formidable. Tu veux quoi? Tu veux Dunkerque? Ouais, bien sûr. En plus, je suis né pas très loin, donc Salut. ça me touche. Ah Et ouais, puis très Dunkerque, bien. très bon club. Non, mais c'est un peu festif, c'est plus sympathique quand il y a un club vraiment qui sort Mais de nulle Brest, part. ce sera festif. Ils seront contents. Enfin, franchement, Mais ça non, sera mais une belle ambiance. j'ai l'impression qu'il y a 3000 Brest PSG par jour. Donc, franchement, non, ce sera pas. Moi, je veux vraiment, je sais pas qui y reste en Coupe de France. Mais... Brest, alors Saint-Brieuc, ça va. Alors, Voilà. voilà. Ça me parle. on aura donc Brest ou Dunkerque. Ouais, très bien. La SK. En demi-finale, on aura Cannes ou Guingamp. Très bien. Mais ça, on ça a me Angers-Reims et on a Stade Briochin PSG. Voilà, Stade Briochin, tout ça, ça me parle. C'est très Ouais, bien ça. très Moi, bien. je signe. Stade Briochin PSG, tu veux Stade Briochin? Mais bien sûr. Ah ouais, d'accord, ok. Vous allez faire des super sujets avec des super reportages. C'est C'était génial. la dernière émission de Baptiste Dury avec nous. Vraiment, ça a été très sympa de l'avoir. Un plaisir. Mon Baptiste. Dunkerque, Merci, très bien. merci, Baptiste. Dunkerque mériterait, mais. Oui, très bien. Ouais, Non, Dunkerque. mais écoutez, Stade Brestois, Mais, Paris merci. Saint-Germain, ça sera très sympa au Parc des Princes. Ce sera cool. Oui, c'est vrai que ça peut être aussi PSG. Alors, franchement, je pense que le PSG Angers, ça peut être aussi un truc hyper sympa. Ça a déjà été vu en plus en finale. Tout à fait. Absolument. Allez, les amis, pressing, sortie de balle, efficacité, le PSG régale donc, mais comment est-ce que ça peut tenir très longtemps? Alors, on parlait d'Ousmane Dembélé pour savoir jusqu'où il pouvait nous emmener, mais est-ce que ce PSG peut vraiment tenir à ce rythme-là? On est sur un rythme fou. On a vu une bascule depuis le match de Manchester City. Je reviens même pas sur les matchs de Lyon. Je reviens pas sur forcément le match de Monaco. Non, là, je vous parle de 2025 où ce Paris Saint-Germain accélère quand il veut, freine quand il veut, est capable de gérer ses matchs. Le seul moment où ils se font peur, c'est Espali en Coupe de France. Mais pour le reste, c'est une équipe qui marche sur l'eau et qui, surtout, la patte Luis Enrique est en train de marcher. Baptiste, avec toi, est-ce que ce PSG peut tenir à ce rythme très longtemps, ou est-ce que ce n'est qu'un feu de paille, il faut en profiter, se régaler comme tu le disais en début d'émission, de kiffer, surkiffer, et puis voilà, à un moment donné, on reviendra dans nos travers et on repartira et on râlera dans cette émission et ce podcast. Il y a des rechutes possibles, ça c'est une évidence, mais non, je pense que la mentalité des joueurs, ce qui est pour moi le truc le plus positif, notamment l'attitude à la perte de balle, tout ce dynamisme collectif, je le trouve extraordinaire, et je trouve que ce sont des valeurs désormais qui sont intrinsèques, qui sont viscérales dans ce club et dans cette équipe. Et quelque part, qu'il y ait des périodes plus fastes ou pas, ça c'est une chose, mais je pense qu'il y aura toujours un niveau moyen et un niveau d'exigence qui sera similaire. Et ça, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Que voilà, les joueurs ont été éduqués littéralement par Luis Enrique et par tout ce qu'il a pu transmettre. Toi, tu penses que cet ADN ne peut rester, et cette mentalité de tout de suite aussi, dès la première minute de jeu, on en a parlé, Bien sûr. être pied au plancher, ne pas lâcher. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y aura des matchs qui seront perdus, il y aura des déceptions, comme à chaque saison, comme ça s'appelle le football, il n'y a rien de fou, mais qu'en tout cas, on ne pourra pas forcément en vouloir à l'équipe et à son attitude. Et ça, je trouve que c'est une forme de garantie et c'est une vraie satisfaction pour moi. Tu le rejoins, Abdella, sur ce propos? Absolument. Ou toi, tu penses Non, que non. ça peut lâcher et que Paris reviendra dans ses travers d'une équipe Non, je pense qu'il y a eu un déclic. Après, on peut se tromper, on va en reparler dans 3 semaines, on va nous rappeler la séquence, on va dire mais bordel, super ton déclic. Non, je pense qu'il y a eu un déclic à ce niveau-là, un déclic mental surtout. Et on en avait déjà encore parlé ici, c'est le mental, c'est la culture de la gagne. Distillé un petit peu par Luis Enrique au sein de ce club. C'est pas seulement au sein de son effectif, c'est que toutes les composantes de ce club sont désormais acquises d'une certaine manière à la cause de Luis Enrique au niveau de la culture de la gagne. Tout à l'heure, pour nous expliquer la culture de la gagne, enfin dans d'autres pays, c'est le romantisme, le beau jeu, etc. Non, faut aller remporter ces matchs, faut aller les gagner ces matchs. Et désormais, j'ai l'impression en fait qu'il a réussi à transmettre le message. On le voit, on l'a encore vu hier. Voilà, même s'ils perdent, on l'a vu face à City, ils perdent 2-0, ils reviennent à 4-2, deuxième mi-temps, splendide, fantastique. Tu vois, cet esprit de résilience, tu vois, qui ne lâche pas, qui n'abdique jamais. Ça, c'est du Luis Enrique dans le texte. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et j'ai l'impression en fait que ça va durer dans le temps. Et tout à l'heure, Romain parlait de physique, d'état physique, des troupes. Il y a moins de blessés.
D'accord. Et tout à l'heure, je te disais, je te parlais de culture de la gagne. Pourquoi ? Parce que tu as l'impression que par rapport à certains grands clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich, etc., qui étaient souvent en première partie de saison, voilà, tu vois, mi-figue, mi-raisin au niveau des matchs. Voilà, et ils arrivaient en match coup près, ils terminaient systématiquement dans le dernier carré. Et j'ai l'impression que le PSG l'a enfin compris. A enfin compris que ce qui compte, c'est pas la première partie de saison. Ce qui compte, c'est d'arriver au point, athlétiquement et physiquement, au point, deuxième partie saison, février, mars, avril, etc. Et plus, il y a affinité. Et plus, c'est affinité. Effectivement, sauf que tu sais que tu vas quand même te récupérer un très gros morceau en huitième de finale, mais ça sera un vrai bon test et on verra si on est... Tant mieux. C'est ce qu'on C'est ce disait. qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on disait. Enfin, moi, c'est ce que je disais la semaine dernière, c'est que au moins on profite. Là, on kiffe. Exactement. Là, tu vois, là, on est en train de. Là, actuellement, c'est une des périodes où c'est le plus agréable de suivre quotidiennement le Paris Saint-Germain, parce que quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on kiffe. C'est vraiment bien. Et ça fait des années. Ça veut pas dire que cette équipe-là va gagner la Ligue des Champions, va battre tout le monde et on va être invaincu pendant je sais pas combien. Non, juste on prend ce qu'on a à prendre là en ce moment et en ce moment c'est du kiff. Donc profitons-en. Maintenant, combien de temps ça peut durer ? Moi, la seule. Est-ce qu'on peut rester à ce rythme-là ? En fait, le seul doute que j'ai, c'est sur la profondeur de l'effectif face à un calendrier qui est dantesque. Irresponsable si on me demande. Mais donc, en fait, est-ce qu'on va réussir à... Voilà, est-ce qu'il ne va pas y avoir des petits pépins Il a 24 joueurs, là. Oui, il a 24 joueurs, mais on est plutôt épargné par ce que je vais appeler les blessures aléatoires. C'est-à-dire que, effectivement, d'un point de vue musculaire et gestion du physique, blessures, ce qu'on appelle les blessures bêtes, on est tranquille. Par contre, tu peux te faire prendre un tacle sur un truc et puis ton pied il se casse ou ton truc ou t'as un truc comme Warren a eu, tu vois, où t'es absent pendant 2-3 semaines, tu vois, c'est une cheville tordue, ça arrive des trucs comme ça. Et quand tu as ces événements-là, comment ton effectif va réussir à réagir ? Là, c'est là où je me pose un peu plus de questions sur l'aspect durée. Maintenant, sur la mentalité, plus que la culture de la gagne, il y a une détestation de la défaite. La culture de la gagne, c'est la détestation de la défaite. Oui. Non, quand on a des matchs nuls, tu vois, il y a une mini nuance entre les deux. On est parti sur un débat philosophique. Et bonjour, bienvenue dans Philosophie Magazine. Et il y a un autre truc, et on y revient. Football. On y revient toujours. Il y a un autre truc, c'est la concurrence qui est saine, qui fait que en fait, avant le joueur quand il venait sur le terrain, si le match n'était pas forcément important, tu donnais pas de temps plus que ça. Sauf que là, le problème, c'est que si tu donnes pas à fond sur un match qui est pas important, le match important, tu le joues pas. Ouais, donc en fait, tu regardes le match chez toi. Et donc il y a un moment où en fait ça pousse les joueurs à être sérieux et à avoir un niveau d'exigence encore plus élevé, même dans les matchs que nous on considère comme un peu moins importants. Est-ce qu'on a l'effectif ? Parce que je retiens quand même ce qui a été dit. Vous avez beau me dire qu'on a 24 joueurs. Pardon, et pour le respect que je dois avoir pour eux, mais Mbaye, Zagué, même Mayoulou, qui en ce moment, on peut se poser des questions, est-ce que c'est suffisant pour tenir toute une saison dans un calendrier, Baptiste, qui en plus va être extrêmement compliqué, une fin de saison extrêmement chargée. Je suis pas certain, beaucoup d'incertitudes par rapport à Lucas Hernandez, par rapport à Presnel Kimpembe aussi. Moi, je sais pas aujourd'hui factuellement ce que ça peut donner sur un match à haute intensité face à un Liverpool, par exemple. L'avantage, c'est qu'il peut jouer Stade Briochin, Spali, et c'était quoi celui qu'on a fait là il y a 2 semaines là Le Mans. Ouais. Quel irrespect, c'est terrible. Non, mais c'est des clubs amateurs. Non, mais bien sûr pour eux, ça. Enfin, pas pour Lucas, parce que je mets pas sur le même pied. Mais... Bien sûr. C'est un club pro, parce qu'on n'a pas donné la recette, je le rappelle. C'est vrai. Pareil, Beraldo, moi j'ai du mal à me positionner. Devant, c'est vrai que Kvaratskhelia, c'est bien qu'il soit là. Il n'est pas trop. Gonzalo Ramos, c'est très bien aussi. Mais oui, c'est pas pléthorique. Ça, c'est une certitude. Mais bon, parfois, il ne faut pas avoir 50 joueurs pour aller loin. Donc pour vous, en fait, autour de table, si je vous entends, on est capable de garder ce niveau, en fait, d'intensité et sportivement. Parce que là, moi, je trouve que c'est le ressenti que j'ai. Est-ce que c'est pas un peu tôt ? Parce que finalement, comme on s'est mis dans le dur et qu'il fallait être prêt pour Manchester City, est-ce qu'on n'est pas un peu prêt ? Mais vaut mieux que ça soit tôt. Vaut mieux que ça soit tôt, parce que si c'était pas tôt, c'est-à-dire que tu te faisais éliminer en saison régulière, peut-être potentiellement en 16e si tu gagnes pas ton match à Stuttgart, que tu fais que match nul, etc., tu joues plus Brest, mais tu joues le Bayern ou le Real, donc tu sors potentiellement en 16e, et après tu joues à d'autres clubs qui ont fait top 8, donc tu aurais été 8e. La réalité de notre saison, c'est que les moments importants, ils sont maintenant, donc il vaut mieux être bien maintenant. Et s'ils avaient fait le boulot S'ils avaient fait le boulot face à l'Atlético, par exemple. Ouais, Non, mais c'est vrai, on aurait dû ne pas jouer ce barrage.
C'est Ouais, deux mais non, mais c'est 2 matchs en moins. difficile, C'est 2 matchs en moins. Enfin, Toi, tu dans la penses que saison. et toi, tu penses que ce barrage est en trop et qui Pour va nous plomber dans le. Non, je ne sais pas si ça va nous plomber. Je pense que l'effectif est restreint. Je pense que l'effectif au niveau qualitatif, oui, effectivement, il y a des joueurs qui sont pas forcément à la hauteur, qui s'effaceront et qui s'éclipseront au fil du temps, et ça se fera naturellement, tu verras. Ça se fera naturellement au regard de ce que met en place, je te promets, de ce que met en place Squid Game. Luis Enrique aujourd'hui. Tu le vois tout à l'heure, je l'ai dit, mais personne ne m'a écouté, avec Anguinli. Tu vas le voir tranquillement avec Fabian Ruiz, tu verras. Il va peaufiner son puzzle. Pour reprendre un petit peu les mots de Luis Campos, il va peaufiner la chose au fil du temps. Pour l'instant, il veut quelque chose de restreint, mais de qualitatif. Est-ce que ça va, comment dire, avoir des conséquences sur le moyen terme? Je ne sais pas. Mais là, attends, on est quand même au mois de février, c'est bientôt mars, les huitièmes approchent. Donc là, c'est la dernière ligne droite, Bruno. Donc voilà, faut faire avec. De toute façon, on n'a pas le choix. En tout cas, dernière ligne droite, avant de, je vous le rappelle, faire la Coupe du Monde des clubs. Ah oui, C'est une autre ligne droite. Ça va être. On l'a oublié. On l'a oublié. Bah, oui. Sachez qu'il y aura bien évidemment. Si on me demande, c'est très très bien et j'aimerais bien partir aux États-Unis. Ouais. Ah bah c'est pareil. Écoute, tu sais quoi, j'en ai parlé avec Émilie, une de nos chefs, et qui m'a dit en fait je lui ai dit écoute, s'il faut partir, je suis prêt à me Je veux dévouer. bien me dévouer. Voilà, allez. c'est pas de souci. Bien sûr, je vais avoir un accident et Romain Bédoug va me pousser dans l'escalier pour y aller à ma place. Et ça, voilà, ça va se Vous passer êtes comme ça. redoutable, quand même. Vous êtes redoutable. Tu sais, le dernier match, J'ai Bruno vu la- doit avoir un problème. J'ai vu la plateforme sur laquelle t'es passé là à Rodourou, tu joues toi aussi. Hein. Ah ouais, non mais, il y avait non mais, enfin bref, on en a, c'est un scandale. Ouais, Ah bah oui, c'est Vas-y, pas le raconte-nous. Bernabéu ou Roudourou, c'est Raconte-nous, Bruno. raconte-nous. Non, mais c'est. Écoutez, très franchement, bravo à Brest pour ce qu'ils ont fait. Ça commence très mal. Non, mais le stade, enfin, le stade de Roudou. Non, mais c'est. Il y avait. Bah, écoutez, je vais être très clair. Il y a une tente, d'accord. Déjà, la conférence de presse était sous une tente, très bien, pas de problème. Tu travailles, il y a de quoi travailler, et c'était bien fait. Le staff de presse était vraiment cool du côté de Brest. Mais il y a un moment pour que la presse ne passe pas par un petit chemin et donc par une petite porte, mais une toute petite porte, et tu avais 5 mètres à faire. Ils ont monté un échafaudage, mais écoute, un truc raide. Alors, ceux qui regardent la télé, je suis en train de faire comme le truc, mais une pente pas possible. T'es avec tes sacs, tu voyais les photographes qui étaient là, hop, hop, hop. Tu vois le truc qui tremblait. Il paraît que quand il y avait du vent, ça tremblait dans tous les sens. Et heureusement, ils n'ont pas eu d'accident. Mais même certains membres du personnel là-bas disaient, on n'a pas eu d'accident, on a vraiment beaucoup de chance avec cette passerelle. Et tout qui ça est parce qu'il improbable. fallait pas passer par un endroit. Parce qu'ils ne voulaient pas passer Non, mais pour c'est ouvrir terrible. une porte et que tu fasses 5 mètres et que tu ailles de l'autre côté, que tu traverses juste une route. C'est pas sérieux quand même. Non, je te jure que c'est vrai. C'est fou. Et voilà. Et donc j'ai fait effectivement Julien Froment, notre copain du service des sports de Radio France, a fait une story avec moi, avec mes sacs comme un balourd là, sur cet échafaudage où je me dis on va se casser la gueule, c'est tout ce qu'on va faire. Non mais heureusement que c'était pas Francis Lebier quand même. Hein, Non, mais c'est. finalement. Mais Francis Lebet, ça aurait été beaucoup mieux, très franchement. Tu sais Ah non, pourquoi mais pas par rapport au Ah oui, mais tu sais pourquoi l'aspect sécurité tout ça. Quoi. Alors, et tiens, je veux juste vous donner une petite information, parce que je sais que, tiens, je l'ai donnée et je la redonne, parce que voilà, il y a pas mal de gens qui ont parlé de la pelouse du stade de Roudouron. J'aimerais juste expliquer, parce que j'ai eu l'explication de pourquoi elle est dans cet état-là, et finalement, ça nous fait voir la tête du foot français. Je dis ça, je dis rien, là, ceux qui sont réunis à 17h30 à la Ligue, en train de faire Ils sont en pleine réunion là pendant qu'on en parle. train de faire un FaceTime avec Vincent Labrune. Juste vous dire un truc, en fait. Si cette pelouse, qui était la meilleure de France, rappelez-vous, C'est vrai. Guingamp remportait la pelouse. C'est vrai. En fait, en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu tout leur système de luminothérapie qui marchait bien parce qu'en fait, ils n'ont plus une thune. Parce que ça leur a fait une économie de 500 000 balles à cause des droits télé. Donc en fait, il n'y a plus de jardinier pour s'en occuper correctement de la pelouse. Et c'est un champ de patates. Effectivement, les vidéos, alors là, après les Brestois se sont tombés dessus, ouais, les Parisiens, vous partez là-dessus, c'est pas bien et tout. Mais tu leur dis, mais les gars, c'est pour vous aussi. Brest joue bien au football. Sima, quand c'est le retour de Pacho, s'il a pas 2 rebonds de trop devant lui, peut-être qu'il a sa conduite de balle, elle est meilleure et il peut aller, tu vois. Bien et sûr. donc, je remercie Nicolas Blanza d'ici Brésil qui m'a donné cette information. Voilà pourquoi la pelouse est dans cet état-là. C'est que le foot français été obligé de vendre des machines de luminothérapie pour faire des économies et de couper des budgets jardiniers. Voilà, bref. Pardon.
Mais c'était hyper intéressant. Ouais, C'était- c'est voilà, clair. Non, c'était- c'est très intéressant. mais c'est bien de le savoir parce que on a tous un peu bavé dessus en disant c'est pas normal. C'est aussi une pelouse qui a vu tous les matchs de Ligue des Champions de Brest. Il y a Guingamp qui joue actuellement Oui, tout oui, le temps en non, Ligue mais, 2, etc. voilà. Il y a eu de la Coupe de France Et, dessus. et les donc jardiniers à l'ancienne, c'est les jardiniers municipaux comme on en trouvait avant, qui t'ont piqué le terrain, qui ont fait des trous dedans pour essayer en se disant si jamais il pleut, faut qu'on draine. Enfin, ils ont fait, à l'ancienne quoi, à l'ancienne. Bref, 17h52. Pourquoi je donne l'heure en fait? On est dans un podcast. C'est pas grave parce que peut-être qu'à minuit vous allez l'écouter ce podcast. Moi, je connais des personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils écoutent. Par contre, il y a Basile qui réalise, qui se dit mais qu'est-ce qu'il fout avec l'horloge? Parce qu'il va falloir se dépêcher. Il reste un dernier thème à aborder. T'inquiète, Basile. C'est pour parler de Marquinhos. J'ai envie d'en parler quelques instants parce que hier, alors pas de chance, le pauvre garçon, il est allé fêter ça du côté de Roudourou, justement, sa 100e en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Marquinhos. Cette question, petit tour de table, qu'est-ce que ça représente finalement, Marquinhos qui tape la barre des 100 quand même avec le Paris Saint-Germain, uniquement quasiment avec le Paris Saint-Germain sur sa Ligue des Champions. Je le revois en 2013 face à l'Olympiakos où il nous fait un match pourri en première mi-temps. Tu te dis qu'est-ce qu'ils sont allés recruter, et en deuxième mi-temps il est magique. Il marque. Il marque et il est exceptionnel. Tu dis ah oui, il y a quand même un truc. J'ai encore cette image de lui, appareil dentaire naturellement. Il C'est arrive ça. de la Roma, il joue latéral droit, je crois en plus à l'époque. C'est ça. Et je le vois glisser sur les fesses en célébrant son but comme un gamin qui est content de marquer dans son nouveau club. Il y a eu du chemin depuis, ouais, c'est clair. Moi, je trouve que Marquinhos, évidemment, immense joueur. On fera le bilan quand il quittera malheureusement un joueur de Paris Saint-Germain, et c'est évidemment une légende vivante du club aujourd'hui, et je pense qu'on peut pas dire le contraire, et c'est un je immense pense qu'il va garçon. avoir sa carte légende. Peut-être. Moi, je trouve ça bien. Mais- Oui. Non, mais On y reviendra. Ils en ont donné beaucoup, j'ai Non, mais- l'impression. Mais Non, mais c'est c'est beaucoup trop. quand même significatif. Je veux dire, quand tu es autant de temps capitaine titulaire dans une équipe, au-delà de tout ce qu'il a fait de bien, il porte en lui aussi tous les échecs en Ligue des Champions depuis 2013, tous les traumatismes qui se sont répétés ça, ouais. année après année. Et moi, Marquinhos, je vois cette espèce de dégagement au Bernabéu sur Benzema. Je vois aussi ces choses-là, voilà, malgré toute l'affection et l'amour que j'ai pour le joueur et pour le garçon. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. C'est un peu c'est aussi compliqué que de se placer sur le cas Marquinhos qui pour l'instant est en train de revivre une nouvelle jeunesse avec ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Faut être Pourquoi nuancé, quoi. Pour quelle raison c'est si compliqué? Parce que je t'ai dit, C'est si compliqué c'est parce blanc que et noir, oui, quoi, voilà. effectivement, quand on pense Marquinhos, on pense aux nombreuses déconvenues du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est un gamin qui est arrivé de l'AS Roma, c'est un gamin qui a joué à droite. Tourelle, rappelez-vous, il l'a même essayé en milieu de terrain. C'est un joueur. Mais c'est oui, vrai. il l'a était fait bon, jouer hein. en milieu. D'ailleurs, il y avait eu long débat à l'époque. Il y a eu énormément de polémiques à ce sujet. D'ailleurs, c'est un joueur qui est capable de jouer sur plusieurs postes. Longtemps pointé du doigt, notamment à cause des déconvenues en Ligue des Champions. C'est un gamin qui a été porté par son grand frère Thiago Silva, qui a appris aux côtés de Thiago Silva. C'est le dernier des Mohicans finalement. Thiago C'est Silva. le dernier, oui. C'est le dernier des Mohicans, c'est le dernier du Qatar de l'ère de 2013 en fait, des premières arrivées 2012-2013 Tout à fait. de QSI. Tout à Mais fait. aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression en fait qu'on lui tape un peu trop dessus, parce que pour moi, il fait une belle saison. Il marque beaucoup moins depuis 1 ou 2 ans, mais pour moi, il fait une très belle saison. Il fait une très belle saison derrière. Il prend ses responsabilités. Encore une fois, on l'a souvent tapé sur ce gars-là parce qu'il n'avait pas le. C'est pas un gars un peu à la Gattuso, c'est pas un gars qui avait du leadership, etc. Il a du leadership, ce gamin, mais pas du leadership, du leadership par l'exemple. tranquille par l'exemple. Il n'a pas besoin de vociférer auprès de ses camarades, sur un terrain, etc. Mais je pense que, voilà. Mais il est en train, contre nature, Contre nature, de pousser, sur le terrain, moi, Nuno a Mendes face à Manchester City, quand ça défend pas devant tout le monde, il le punaise. Mais franchement, ça, c'est parti. Enfin, on le sent. Juste, vous vous rappelez, 12 saisons sous la tunique rouge et bleue, 9 Ligue 1, 9 trophées de champion, 7 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue. Il va bientôt battre le record de Capitana en Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Il en est à 49. Thiago Silva a fait 54 matchs. On termine avec toi, Romain, sur le dossier. Voilà, je voulais quand même faire un clin d'œil. Alors sur l'aspect 100 matchs de Ligue des Champions, je suis pas trop fan de cette stat parce que j'ai pas l'impression de savoir trop à quoi ça correspond, quoi. C'est bien, clair quand même, Romain. Non mais c'est bien, mais
j'arrive pas à la mettre en perspective par rapport à d'autres gars parce que finalement il y a et c'est aussi une des forces de Marquinhos, c'est qu'il y a très peu de gens en fait qui sont en capacité de pouvoir atteindre ce nombre-là, donc à comparer c'est un peu difficile. Par contre, il y a eu une déclaration de lui hier qui, je trouve, représente parfaitement la situation. Il a dit mon histoire c'est aussi celle du Paris Saint-Germain. Il a raison en fait. Pourquoi aussi on a autant de mal, un peu, on a une image si difficile parfois de Marquinhos, c'est parce qu'il nous fait penser à ce qu'il y a de bien, mais aussi ce qu'il y a de moins bien dans le Paris Saint-Germain depuis 12 ans qu'il est là maintenant. Et les victoires du Paris Saint-Germain sont celles de Marquinhos. Les défaites du Paris Saint-Germain sont également celles de Marquinhos. Parfois, pour des supporters, c'est peut-être difficile, parce qu'on a envie, quand il y a des défaites comme ça, de les mettre un peu de côté, de les oublier. Et on a donc Marquinhos qui représente aussi ça. Et donc c'est difficile de le voir et de l'analyser et de l'accepter, mais il a raison. L'histoire du Paris Saint-Germain, c'est celle de Marquinhos. Sur les 12 dernières années, il représente parfaitement ce qui s'est passé en bien et en moins bien. Mais tel un cousin ou un ami, on n'a pas forcément envie de le voir partir, bien évidemment. Marquinhos, qui effectivement était bon en plus hier soir, on aura besoin de lui. Et humainement, juste parce qu'on le dit à chaque fois, mais humainement, c'est très bien qu'un mec comme ça soit capitaine du Paris Saint-Germain. J'adore le fait que Marquinhos représente notre équipe. Voilà. Un peu le côté smooth. Le côté classe, exemple, etc. C'est très bien. En tout cas, c'est terminé pour cette émission. Basile, tu as le droit. Vas-y. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous n'hésitez pas, les petites étoiles, les petits commentaires, les petits pouces, tout ce que vous voulez pour nous saluer et bien évidemment pousser cette émission. Merci à Baptiste, merci à Romain, merci à Abdella pour ce très bon moment ensemble autour de l'actualité du Paris Saint-Germain. Prochain rendez-vous sur notre antenne, sur le PSG, c'est le billet 100% PSG de Monsieur Romain Bédou qui à 8h40, c'est demain matin. Il y a aussi le mag 100% PSG de Pia Clément qui est en train de tout cartonner sur les réseaux sociaux, sur iTunes, ou aller avec l'émission avec Julien Cazard de la semaine dernière qui fait un carton sur le web. Et nous on se retrouve du côté de Toulouse. Toulouse Paris Saint-Germain. Ce sera samedi à 21h. On se retrouve pour cette rencontre en intégralité à suivre, car vous le savez, tous les matchs sont à suivre sur l'antenne d'ici Paris Île-de-France. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Petit cadeau avant de se dire au revoir et de débrancher cette émission. Vitinha pour la course d'élan. Il y a 3 gros